Bonjour, donc je vous propose que l'on commence. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de webinaire qui a été construit et préparé par le consortium, composé du CIB, du CNPF, de la COPACED, FEDEN, FNB, Communes forestières, entrepreneurs des territoires, France-Sylva, ENF, le CER et l'Union des coopératives forestières. Donc cette intervention va être faite au nom du consortium. Donc je vous remercie pour votre participation et puis je remercie surtout Monsieur Duhalde d'avoir bien voulu répondre présent pour ce deuxième webinaire. Avant de commencer, je vais rappeler, j'y arrive, voilà, quelques petites règles, puisqu'on attend, comme je vous le disais, un nombre important de participants. Donc le webinaire, comme vous en avez été informé, est enregistré. Merci de nous signaler si vous y êtes opposé. C'est principalement pour pouvoir construire le relevé et la foire aux questions qui sera diffusée à l'issue de ce webinaire. Il y aura 2 interventions. Vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions via le question-réponse en bas de votre écran. Et puis, nous les reprendrons à l'issue des interventions pour pouvoir y répondre de notre mieux. Et l'ensemble de ces questions-réponses, comme je vous le disais, sera diffusé à l'issue, ainsi que les replays. Pour le programme de ce webinaire, l'objectif principal est de vous rappeler les exigences de la phase transitoire qui se termine en juillet 2023, de bien préciser les acteurs concernés et les outils à mettre en place pendant cette phase transitoire et d'aborder avec vous les prochaines étapes. Donc, le webinaire est structuré de cette manière. Donc, l'actualité sur les exigences européennes par Monsieur Duhalde. Et puis, je vous exposerai ensuite les outils qui ont été construits par le consortium. Et enfin, on laissera place aux questions-réponses que vous aurez posées dans le chat. Je vous rappelle qu'il y a eu un premier webinaire en juillet 2022 qui rappelait les exigences de RED 2. Donc, je vous invite à le reprendre si vous le souhaitez, disponible sur nos sites. Monsieur Duhalde, je vous laisse pour la première intervention et donc je vous laisse peut-être vous présenter. Le temps que vous voulez prendre la main? Ouais, je vais partager mon écran, oui. Parfait. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, du coup, je vais effectivement... alors voilà, on a fait le choix pour cette présentation-là de ne pas revenir sur la totalité de ce qui a déjà été présenté lors du webinaire de juillet dernier. On va plutôt faire un point d'actualité vraiment là où on en est aujourd'hui, vu que, a priori, le webinaire de juillet est encore disponible. Donc voilà, c'est vraiment un état des lieux sur la mise en œuvre. Et vous allez voir qu'il y a encore des choses à faire. Juste un bref rappel sur en gros, un peu de quoi on va parler là, de quoi je vais parler moi dans ma présentation, le rappel du principe global de la durabilité, de la mise en œuvre de la durabilité de la RED 2 sur le volet traçabilité. Donc en gros, le principe, c'est qu'il y a des documents qui transitent tout au long de la chaîne de valeur, depuis, en gros, pour faire simple, l'exploitant forestier jusqu'à la dernière étape qui est le producteur d'énergie. Ces documents, ce sont des attestations de durabilité qui contiennent l'ensemble des informations relatives à la durabilité des bioénergies au sens de la directive RED 2. Et puis, en bout de chaîne, l'exploitant, l'opérateur énergétique, fait remonter à l'État une déclaration de durabilité qui fait la synthèse de toutes ces informations. Donc, c'est lui, en fait, l'assujetti RED 2 qui est redevable auprès de la puissance publique des informations de durabilité de toute sa chaîne amont. Alors, pour rentrer un peu plus précisément dans la manière dont tout ça s'organise, tout ça s'organise dans le cadre de systèmes, a priori en France, ça sera un système volontaire. Donc, en gros, un ensemble de règles, un ensemble de documents et de règles qui expliquent comment la traçabilité RED 2 doit fonctionner. Ils sont reconnus auprès de la Commission, ces systèmes, et puis ensuite, ils vont approuver et former des organismes certificateurs indépendants qui eux-mêmes vont aller vérifier les opérateurs, la manière dont les choses sont conduites au niveau des opérateurs, les documents, comment ils sont remplis. Donc voilà, ces organismes certificateurs, comme on peut en retrouver dans d'autres domaines, l'agriculture biologique, enfin, voilà. C'est un système un peu standard. Mais donc les règles sont cadrées dans ce système volontaire. Voilà, ça c'était un bref rappel avant d'entrer dans le reste de ma présentation.
Donc voilà, le point d'étape réglementaire là, au niveau européen, c'est que la Commission a fini de publier les actes d'exécution de la directive RED 2, donc deux règlements qui ont été publiés en 2022, un règlement sur le fonctionnement des systèmes de traçabilité en juin, et un dernier règlement sur les orientations opérationnelles relatives aux critères sur la biomasse forestière, qui sont pour la plupart indicatives. Donc voilà, en gros, on a les deux dernières pièces du puzzle au niveau européen des textes qui ont été publiés voilà, fin 2022. Donc, le système juridique, on va dire, est à peu près complet sur les textes réglementaires. Et puis ensuite, la Commission a publié un certain nombre de décisions d'exécution qui permettent de reconnaître les fameux systèmes volontaires dont je vous ai parlé, voilà, qui se montent spontanément au niveau européen. Donc à ce stade, il y a 15 systèmes qui sont reconnus, qui sont présents sur le site de la Commission. Des systèmes plutôt agricoles, il y en a quand même 3 qui opèrent pour la biomasse forestière. Quand on regarde les critères pour lesquels ils ont été reconnus, c'est les systèmes SHUR, SBP et KZR Enix System. Et la candidature de PEFC a aussi été enregistrée, elle est visible sur le site de la Commission, mais pour l'instant, le PEFC n'est pas arrivé tout au bout du processus, donc il n'est pas encore formellement reconnu par une décision d'exécution comme les autres. Un petit point d'étape réglementaire au niveau français cette fois-ci. Donc la transposition de ces éléments de la directive a été quasi finalisée en fait. On a publié une ordonnance et un décret en Conseil d'État en 2021. Et là, pour le droit commun de la RED 2, donc les règles générales qui s'appliquent à tout le monde, on a 5 arrêtés d'application. Pour rappel, on avait 5 arrêtés, un tronc commun et 4 par filière électricité, chaleur et froid, biocarburant, bioliquide et biométhane. Donc ces 5 arrêtés d'application vont être publiés dans les jours qui viennent. Et ce sont ces arrêtés qui permettent de matérialiser juridiquement l'existence d'une période transitoire jusqu'au 1er juillet 2023. Donc maintenant, on va travailler sur la base, dans le cadre de sur cette période transitoire qui dure jusqu'à juillet 2023, on va pouvoir travailler sur la base des documents qui sont proposés par les filières, donc ils vont vous être présentés juste après par le CIB. D'ailleurs, je profite pour remercier le CIB et le consortium autour du CIB pour le travail qu'ils ont fourni, voilà, d'avoir été force de proposition sur ces documents qui vont permettre d'avancer sur la mise en œuvre concrète de la RED 2. Une précision importante à ce stade, parce que c'est quelque chose d'assez récent concernant l'articulation avec le marché des quotas carbone ETS. Donc, il y a un principe général qui est d'articulation entre les deux textes, la RED 2 d'une part et le système des quotas carbone ETS qui a été acté au niveau européen, qui est que à partir de maintenant, en gros, la durabilité de la RED 2 doit être prise en compte dans l'ETS. Mais il faut être bien précis sur la manière dont tout ça s'applique. C'est qu'aujourd'hui, la biomasse utilisée dans les installations qui sont assujetties à l'ETS, elle doit être durable au sens RED 2, donc utiliser les mêmes critères de durabilité pour que les émissions associées puissent être comptabilisées à zéro dans l'ETS. Ou alors, si ces installations peuvent aussi faire le choix de ne pas être durables si elles ne sont pas assujetties à RED 2, de base, par contre, dans ce cas-là, elles ne pourront pas compter les émissions à zéro et donc elles doivent rendre des quotas carbone. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été acté par la Commission dans les différents textes qui ont été adoptés sur l'ETS. Et du coup, c'est une règle qui est valable que l'installation soit assujettie à la RED 2 ou pas. C'est indépendant du seuil. Donc concrètement, aujourd'hui, une installation ETS qui pourrait dire « moi, je suis en dessous du seuil que prévoyait la RED 2 », eh bien malgré tout, étant assujettie à l'ETS, si elle veut compter ses émissions à zéro pour la biomasse, elle doit démontrer la durabilité au sens de la RED 2. Ce n'est pas forcément l'orientation qu'auraient retenue les autorités françaises. Voilà, on n'est pas totalement satisfait de cette situation, mais en tout cas, c'est l'état du droit aujourd'hui. Et bon, voilà, il est un peu notre devoir d'alerter et de prévenir là-dessus, parce que pour sécuriser juridiquement la situation des opérateurs, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde qu'aujourd'hui, ce sont ces règles-là qui s'appliquent dans le domaine de l'ETS. Donc, pour l'année 2022, juste pour préciser ça, comme il y avait un peu de retard sur la mise en œuvre de la durabilité et de la mise en œuvre de la RED 2, les exigences sont considérées comme satisfaites. Ça a été inscrit dans un article d'un règlement de l'ETS, donc c'est clair. Pour les combustibles utilisés sur l'année 2022, on ne demande pas la durabilité, c'est considéré satisfait. Par contre, pour l'année 2023, donc les déclarations qui sont rendues début 2024, la durabilité sera bien à démontrer. Donc, tout ça pour dire que on a un message un peu fort à faire passer aujourd'hui. Il faut absolument que la certification RED 2 soit mise en place d'ici la fin de l'année 2023. On a vu que voilà, les textes européens sont en place. La période transitoire française va prendre fin au 1er juillet 2023. Sur l'ETS, il y avait aussi un dispositif transitoire, mais qui ne s'applique plus pour l'année 2023. Donc voilà, c'est vraiment, on passe le message. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'affoler dans la demi-heure qui vient, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une question qu'il faut se poser assez rapidement maintenant. Voilà,
prendre conscience de ce système de la RED 2 et se renseigner sur les dispositifs de certification possibles pour planifier ça sur le courant de l'année 2023. C'est vraiment important. Voilà, et puis un petit panorama juste sur la mise en œuvre un peu opérationnelle au niveau français de tout ça, enfin, hors des textes réglementaires. Donc, juste pour informer qu'on a conduit des travaux durant la fin de l'année 2022 avec les DREAL, à la fois les services énergie et puis aussi les services en charge des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement, pour le volet ETS, justement, le volet marché quota carbone. Il y a eu un travail de pré-identification des installations qui sont potentiellement concernées par la RED 2. Alors, je le dis d'emblée, on n'a effectivement pas, malheureusement, on n'a pas sur étagère une liste toute faite des gens qui sont assujettis à la RED 2. Ça demande un travail, parce qu'on a une définition spécifique de la puissance thermique nominale qu'on utilise, qui fait que voilà, on n'a pas une liste sur étagère, donc on doit un peu y travailler encore, mais voilà, il y a eu un premier travail réalisé là-dessus. Et puis, on a préparé un courrier aux opérateurs qu'on prévoit d'envoyer dans les semaines à venir pour informer aussi, enfin voilà, mettre au courant que, de façon assez large, que voilà, la durabilité va commencer, enfin, commence à s'appliquer bientôt. Et donc, progressivement, il faut se mettre dans le bain et se mettre au courant de toutes les informations. Je précise quand même, la DGEC invite tous les opérateurs à examiner leur situation, c'est-à-dire que, comme je disais, on n'a pas de liste toute faite, donc il peut y avoir des trous dans la raquette, mais ce n'est pas parce qu'un opérateur ne reçoit pas le courrier qu'il ne doit pas appliquer le code de l'énergie. Le code de l'énergie, il s'applique à tout le monde quand même. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de communiquer de la façon la plus large possible pour être sûr qu'à la fin, tous les gens qui sont concernés par la RED 2 se sentent bien concernés et mettent en place les démarches nécessaires. Aussi, je tenais à dire qu'on va mettre en place une page web dans le courant du mois de février sur le site web du MTE. Une page web qui va un peu reprendre toutes les informations qu'on peut donner sur la RED 2 et puis qui va vivre au fur et à mesure qu'on va pouvoir enrichir sur les principes de la RED 2, les modalités d'application, le suivi de l'ETS, l'outre-mer aussi. Donc voilà, cette page, elle permettra de faire un peu le décryptage des textes. Et ça, je le dis voilà, aussi très clairement, les textes de la RED 2 appellent une lecture très attentive. On a tous envie de faire des raccourcis sur la RED 2 et de simplifier le paysage. Je parle d'expérience depuis 2 ans et demi que je travaille sur ce texte. C'est un bon moyen pour faire des erreurs à la fin, parce que c'est un texte quand même qui est assez subtil, donc il faut voilà, vraiment lire attentivement et ne pas aller trop vite vers des simplifications, des exonérations un peu rapides, parce que quand on lit attentivement, parfois on peut se tromper. C'est un texte quand même assez dense, donc on va essayer d'expliquer tout ça sur notre page web. Et puis enfin, voilà, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire très rapidement. La DGEC va aussi prendre contact avec les fameux systèmes volontaires, justement pour préciser un peu ce calendrier de travail avec, déjà en interne et puis aussi avec les organismes certificateurs qui vont pouvoir travailler au niveau français. Voilà un peu là où on en est. Donc une page web qui devrait arriver très bientôt. Et on espère que ça éclairera le maximum de gens sur les modalités de mise en œuvre de cette RED 2. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter rapidement aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intervention et je vous invite à poser les questions dans le chat et puis on les reprendra à l'issue des interventions. Donc, je repartage mon diaporama pour vous présenter les différents outils préparés. Donc, pour rappel, hein, effectivement, la directive RED 2 s'appuie sur 3 piliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc sur 3 critères à respecter, que ce soit sur la gestion durable des forêts, sur le stockage carbone dans les sols et la réduction des gaz à effet de serre. On va y revenir. Un pilier spécifique à la biomasse issue de forêt qui prévoit une mise en application par une analyse de risque sur les zones d'approvisionnement. Et le 3e pilier dont a parlé M. Duhalde sur la fiabilité des données et donc le système de certification. La phase transitoire n'exige, on va dire, que les deux premiers piliers, la certification étant exigée à l'issue de cette phase transitoire. Donc, le premier outil qui a été construit par le consortium, il s'agit de l'analyse de risque, de l'approvisionnement pour tous les approvisionnements en France, qui permet de justifier les 2 premiers critères que sont la gestion durable des forêts et le stockage carbone. Donc, cette durabilité va être évaluée par l'analyse de risque pour respecter les critères de stock carbone dans les sols et va évaluer les dispositifs existants pour permettre de répondre aux exigences
des différents critères de la directive RED 2 au travers des 5 critères de durabilité de cette directive. Aujourd'hui, cette analyse de risque a été finalisée avec le soutien du MASA et de l'ADEME. Ils vont le dire bien sûr avec le MTE. Elle a été soumise à consultation publique, elle est encore accessible fin d'année dernière. Les contributions ont été analysées, soumises et étudiées en lien avec les ministères et l'ADEME. Donc, on est dans la validation finale et donc elle sera très, très prochainement publiée. On reviendra à l'issue dans le calendrier de mise à disposition de ces différents outils, mais elle est prochainement publiée. Donc, ce qui veut dire que les opérateurs vont pouvoir mentionner cette analyse de risque dans leur attestation qu'on va exposer un peu plus tard. Le deuxième outil à l'issue de cette analyse de risque a été les modèles d'attestation et de déclaration à mettre en œuvre par les opérateurs qui vont devoir être mis en œuvre pour le deuxième semestre 2022, donc sa première période, et une deuxième période pour le premier semestre 2023. Donc 2 attestations et 2 déclarations sur cette période. Attestation et déclaration. Donc, qui doit remplir ces différents modèles? Donc, le propriétaire forestier n'a pas de justification à fournir. Le premier à devoir fournir des informations, ce sont les producteurs d'énergie, donc l'exploitant forestier et tout producteur d'énergie à l'issue, y compris les négociants si dans la chaîne il y a négociants. Donc, tous ces acteurs devront remplir une attestation. À la fin de la chaîne, l'exploitant chauffagiste devra, lui, remplir une déclaration à fournir auprès de l'administration. Donc, concrètement, au niveau de l'attestation, la première chose à savoir, c'est qu'il faut définir le lot. Donc, un lot, c'est un client et un combustible sur la période de 6 mois dont on a précisé précédemment. Donc, le deuxième semestre 2022 et le premier 2023. Ce qui veut dire que dans ce lot, il y a soit un produit, soit un mélange, un mix produit. Ça correspond à une tranche kilométrique et à un même pays. S'il y a plusieurs tranches kilométriques, il va falloir remplir plusieurs attestations, ou s'il y a plusieurs pays, il va falloir remplir plusieurs attestations. Autre information à fournir dans ce modèle, les informations sur le fournisseur de combustible classiquement, et puis sur le client destinataire de cette biomasse. Information suivante, bien identifier, comme vous le voyez ici, la période considérée de 6 mois pendant la phase transitoire, donc soit la première période, soit la seconde période. Autre type d'information sur la biomasse qui va être considérée dans le plan d'approvisionnement, donc les informations sur les distances, je vous parlais de tranches de kilomètres, donc vous les voyez ici, c'est entre 1, peut-être pas, pardon, c'est entre des gammes entre 1 et 500 km, entre 500 et 2500 km, outre 2500 km et 5000 km ou au-delà de 10 000 km. Ce qui vont permettre de pouvoir calculer un impact sur les gaz à effet de serre au niveau de la déclaration par les exploitants de chaufferie. En tous les cas, pour l'information nécessaire pour les producteurs de biomasse, ce sont uniquement ces gammes de transport, ces distances. Et puis, bien sûr, une information sur l'origine du produit. Donc, si on est, vous voyez, ça se réfère aux classifications de l'ADEME. Et donc, vous avez le type de biomasse considéré, soit seul, soit en mix produit en pourcentage par tonne. Donc, soit du bois déchet, soit des produits connexes de scierie, par exemple.
Autre information, là, concernant, donc les informations précédentes permettaient de calculer l'impact en termes de gaz à effet de serre. Maintenant, en termes de durabilité, sur les critères de durabilité, il est possible de faire référence à l'analyse de risque ici, donc sur la zone considérée, sachant que pour la France, comme je l'ai dit, la France et les DROM, l'analyse de risque, vous pouvez faire référence à l'analyse de risque. En revanche, il y a besoin d'attestations complémentaires si vous êtes hors France et avec le cas particulier, si vous êtes en zone hors Europe, de pouvoir, pendant cette phase transitoire, faire référence à PEFC ou SBP uniquement pendant la phase transitoire, sachant que les documents ne sont pas en place actuellement. Enfin, dernière information, donc de bien signer cette déclaration par le producteur de biomasse et de mentionner le volume total du lot considéré. Donc voilà pour l'attestation par les fournisseurs de combustibles. Concernant la déclaration, donc vous avez vu par rapport aux producteurs d'énergie, les informations vont dépendre à la fois du type de biomasse et de la date de mise en service de l'installation. Donc, par exemple, pour la plaquette forestière, il y a des exigences en termes de durabilité. Il n'y a pas, en revanche, d'obligation de calcul de GES, de gaz à effet de serre, si la mise en service est avant le 1er janvier 2021. En revanche, il y a besoin d'une déclaration sur les émissions de gaz à effet de serre si la mise en service est après le 1er janvier 2021. Vous avez aussi les typologies de biomasse qui ne sont pas soumises à critères de durabilité, sachant que, par exemple, pour les granulés, vous allez être soumis à des critères de durabilité si ils sont issus de bois, sont construits à partir de bois issus de forêt. En revanche, si ils sont issus de Connex de scierie, il n'y a pas de critères de durabilité. En revanche, les critères pour les gaz à effet de serre sont homogènes, quel que soit le type de biomasse. Le modèle de déclaration est le suivant. Donc, de la même manière, on va faire référence à la période considérée, donc la période de 6 mois, les derniers 6 mois de 2022 ou les premiers de 2023. On va avoir de la même manière une information sur le producteur d'énergie et information particulière sur la déclaration. On va considérer l'usage qui va être fait de cette biomasse, donc soit à production de chaleur, soit de chaleur et d'électricité, soit seulement d'électricité, puisque les calculs de gaz à effet de serre vont être différents. Donc voilà, même période considérée qu'il faut bien mentionner. Sur les informations concernant la biomasse, il faut de la même manière information sur l'origine, donc les types de biomasse que vous allez avoir, s'ils proviennent de bois déchets, de bois forestier ou de bois hors forêt par exemple. Vous avez la possibilité soit en pur, soit en mix produit, donc de bien préciser la composition en pourcentage en tonnes. Et puis, une information quant à la distance et la région considérée pour chaque type de biomasse. Ces informations vont permettre de renseigner les critères pour les gaz à effet de serre pour pouvoir mesurer la réduction de gaz à effet de serre par rapport à un référent fossile.
sachant, comme je le disais précédemment, que ces critères de gaz à effet de serre ne concernent que les installations mises en service après le 1er janvier 2021. Donc, la méthode pour calculer, j'y reviendrai un peu après, sur la méthode de calcul de ces gaz à effet de serre. Informations supplémentaires sur les critères de durabilité. De la même manière, vous pouvez faire référence à l'analyse de risque si la zone d'approvisionnement, donc par exemple la France, est considérée et est dotée d'une analyse de risque. En revanche, si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir se référer à une attestation ou une analyse de risque sur la zone considérée. Si vous avez plusieurs pays ou plusieurs zones d'analyse de risque, alors il faut faire plusieurs déclarations et référence à chacune de ces analyses. Et enfin, de la même manière, il faudra renseigner le volume de biomasse réceptionnée et puis attester signer cette déclaration. Je reviens sur le calcul des gaz à effet de serre, donc avec un exemple ici. Pour un exemple sur un usage chaleur et un mix produit, donc par exemple, vous avez 60% de plaquettes forestières, 20%, vous mentionnez ici, donc 60% de plaquettes forestières dans la région du Grand Est avec une distance entre 0 et 500 km. Et puis, je reviendrai sur les références de gaz à effet de serre. 20% de plaquettes paysagères et 20% de broyats d'emballage, par exemple. J'ai appuyé par mégarde. Vous renseignez à chaque fois le type de distance considérée, ce qui va vous permettre de choisir vos valeurs de gaz à effet de serre référentes. Donc, dans la notice, vous aurez les valeurs qui reprennent soit les éléments qui sont dans l'annexe 6 de la directive RED 2, soit des valeurs temporaires et par défaut qui ont été échangées avec le ministère sur cette période transitoire, sachant que il faudra se référer à d'autres valeurs éventuellement dans la seconde phase après la période transitoire. En tous les cas, pour cette période transitoire, vous avez ici mention des valeurs par défaut qui sont admises, qui sont majorantes sur cette période transitoire. Donc, par exemple, ici, pour la plaquette forestière, par défaut, on a pris les plaquettes forestières à partir de rémanents forestiers. Et donc, la directive donne une décote par rapport à une référence gaz de 91% de réduction de gaz à effet de serre. Donc ici, pour ce premier 60% de plaquettes forestières, vous pourrez prendre une décote de 91%. De la même manière, pour les plaquettes paysagères, vous allez pouvoir prendre la valeur ici de 91% de cette valeur par défaut. Et enfin, pour les broyats SSD, vous avez également 93% de décote par rapport à une référence fossile. Et donc, la moyenne pondérée des pourcentages du mix produit vous donne la réduction de votre mix produit et que vous pourrez renseigner dans votre déclaration. Pour rappel, les exigences de la directive RED 2 exigent une décote pour les installations entre le 1er janvier 2021 et décembre 2025 de 70% minimum par rapport à une référence gaz qui a été fixée par la directive. Ce seuil augmentera à partir du 1er janvier 2026. En termes de rétro-planning, voici la mise en œuvre qui est proposée. Donc, à partir de février-mars jusqu'à mars 2023, l'ensemble des fournisseurs émettent
une attestation sur le modèle proposé, correspondant à l'ensemble de ces livraisons sur juillet 2022 à décembre 2022, donc second semestre 2022, pour pouvoir l'envoyer donc au producteur d'énergie qui réceptionne l'ensemble de ces attestations, qui lui permettent de rédiger sa déclaration à partir d'avril 2023 jusqu'en avril 2023 et pouvoir l'envoyer du coup à la force publique. Sur la période pour les approvisionnements du premier semestre 2023, les fournisseurs émettent une attestation de durabilité ou de durabilité RED 2 et les informations qu'on vous a transmises, correspondant à l'ensemble des livraisons de janvier 2023 à juillet 2023. Et ce, le plus tôt possible pour que le producteur d'énergie puisse émettre une déclaration plus tard en décembre 2023 pour ce premier semestre sur le même modèle. Et enfin, donc dernière information, donc à l'issue de cette phase transitoire, comme a été précisé par M. Duhalde, il y aura obligation de faire appel à un schéma volontaire privé. Donc le consortium a échangé avec les trois schémas volontaires qui sont reconnus. Donc Shure, qui est un système spécifique RED 2 qui a été créé en 2021 et qui est validé par la commission. SBP, qui a été créé, qui est plus ancien, qui a été créé par la filière granulée et qui a été également déjà validé par l'Union européenne. Et puis PEFC, qui est un système qui est connu en France de certification de la gestion durable des forêts, encore plus ancien, et qui a déposé en novembre dernier un référentiel spécifique RED 2 et qui a été réceptionné par la Commission et qui est en cours d'examen, a précisé que aujourd'hui, de nombreux fournisseurs sont déjà certifiés chaîne de contrôle PEFC, notamment par l'obligation des cahiers des charges de l'ADEME, qui oblige aujourd'hui à un pourcentage de matière PEFC, matière forestière PEFC, et donc qui de fait oblige les fournisseurs à être certifiés chaîne de contrôle PEFC. Du coup, le consortium travaille donc avec ces différents schémas pour pouvoir vous apporter aussi des éléments complémentaires en amont de la phase suivante, donc avant juillet 2023, pour faciliter aussi la mise en œuvre avec les différents systèmes de certification. Merci pour votre attention. Donc, on va pouvoir passer aux questions nombreuses. N'hésitez pas à compléter au fur et à mesure qui ont été posées dans le chat. Oui, j'ai répondu à 3 questions, mais après, je me suis arrêté parce que je me suis dit qu'il valait mieux que je vous écoute parce qu'il y avait trop de questions. Donc, vous voulez qu'on reprenne celles qui ont été répondues ou peut-être pas? Non, on va reprendre celles où vous n'avez pas répondu. Vous vouliez repréciser certains points sur les réponses que vous avez faites ou pas, monsieur? Non, Non, pas on spécial, je pense reprend les pas. autres. D'accord. Donc, la première question, c'est la phase transition terminant au 1er juillet 2023. L'intervenant comprend que les opérateurs doivent être certifiés au 1er juillet 2023 ou plus tard. Est-ce le cas? Alors, le message de la DGEC aujourd'hui, c'est qu'il faut se faire certifier le plus tôt possible dans l'année. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous tenir de discours très arrêté sur ce sujet parce que je ne connais pas précisément le calendrier de travail aussi bien des systèmes volontaires que des organismes certificateurs, donc je ne peux pas vous vendre des choses qui ne seraient pas physiquement possibles. Mais effectivement, juridiquement, la période transitoire se finit le 1er juillet 2023. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut vraiment essayer de se certifier le plus tôt possible dans l'année pour minimiser les risques de
période de flottement. Sachant qu'on est d'accord, M. Duhalde, il n'y a pas d'obligation de certification pendant les premiers semestres, mais il y a une recommandation pour être prêt à fin 2023. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on encourage vraiment fortement à ce que cette certification, elle arrive le plus tôt possible. Effectivement, voilà, ne vous dites pas, moi j'attends décembre et puis ça ira bien. C'est vraiment, il faut se mobiliser pour faire ça le plus tôt possible. Une question sur les kilomètres vol d'oiseau, kilomètres route. Donc ça, c'est plutôt sur les modèles. Donc on est bien sur les kilomètres route puisque c'est l'impact qu'il va avoir par rapport au transport. Donc c'est un impact de gaz à effet de serre. Donc c'est bien en termes de transport et donc c'est bien le kilomètre route qui est considéré. Ensuite, il y a une question sur l'articulation entre RED 2 et ETS. Monsieur Duhalde, comment un énergéticien français soumis à ETS pourra-t-il prouver la durabilité de ses approvisionnements en France et à l'international, Union européenne et hors Union européenne, à compter du 1er juillet 2022, alors que l'article R283-1 du Code de l'énergie ne semble pas ouvrir la possibilité d'évaluation des risques avec audit de vérification, ne laissant la possibilité qu'à de la biomasse couverte par un système volontaire reconnu par la Commission. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Bon, déjà, effectivement, dans le Code de l'énergie, on est sur une obligation de traçabilité par des systèmes. Et effectivement, aujourd'hui, l'option retenue, c'est plutôt système volontaire. Après, il faut lire la totalité des règles, y compris les arrêtés qui viennent la fin du décret. Ce n'est pas dans le Code de l'énergie, ça. Le dernier article du décret, il n'est pas dans le Code de l'énergie, mais qui permet ces périodes transitoires et complété par les arrêtés qui viennent dire que la période transitoire, elle court jusqu'au 1er juillet 2023. C'est important d'avoir ça en tête. Après, sur l'ETS, l'ETS, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des textes d'une certaine manière autonomes de la RED 2. Et il y a un article dans un règlement d'application de l'ETS qui dit pour l'année 2022, il n'y a pas de preuves de durabilité qui seront exigées sur la biomasse utilisée cette année-là. Donc ça, en fait, indépendamment de ce que nous, on a marqué dans le Code de l'énergie sur la RED 2, le droit européen fonctionne. Enfin, voilà, cette dérogation, elle est posée, elle existe déjà. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci. Donc là, on revient sur les modèles. Un lot pour un client. Parle-t-on de client, SIRET, ou de site client, sachant qu'un client peut avoir X sites. Donc, on parle bien, là encore, de site, puisque c'est la distance par rapport à un site qui va être considéré pour notamment le calcul de gaz à effet de serre et donc le transport. Donc, on parle bien d'un site de production d'énergie. Encore sur les modèles, une attestation égale un lot égale un des 2 semestres de la période transitoire. Oui, il faudra faire une attestation pour chaque semestre. On est sur une question pour savoir si hors France, FSC ne peut pas du tout servir comme référence. Nous, on avait proposé SBP et PEFC parce que c'est des systèmes existants et qui peuvent du coup déjà avoir été mis en place par les opérateurs et qui vont être reconnus par la Commission ou déjà reconnus par la Commission européenne. Je ne sais pas, Monsieur Duhalde, si pendant la période transitoire, hein, puisque là, c'est des dispositifs qui s'appliquent que pendant la période transitoire, est-ce qu'une attestation FSC peut servir pendant cette phase transitoire quand on est hors Europe? On rapportera une réponse sur ce point. Moi je dirais que, enfin, si il existe mieux qu'une certification FSC et que le système RED 2, à proprement parler, est déjà en place, parce que c'est d'abord à ça qu'il faut se référer. Moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, pendant cette période transitoire, RED 2 n'est pas encore appliqué, que les fournisseurs n'ont pas les moyens de faire l'analyse de risque qui est en cours. Donc, en absence d'analyse de risque sur une zone hors Europe, est-ce que FSC peut être suffisant ou est-ce que… Oui, c'est dans le cas où ce n'est pas suffisant. Mais écoutez, on en reparlera en interne. Moi, je ne vois pas forcément de… Enfin, vu les dispositions transitoires qu'on acte par ailleurs, je ne vois pas de difficulté fondamentale, mais on pourra remettre ça par écrit.
la question, c'est pourquoi nécessiter de l'attestation sur second semestre 2022 et pas uniquement à partir du 1er janvier 2023. Ce choix a été fait pour les modèles puisque la période transitoire court du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. C'est la raison pour laquelle il fallait couvrir l'ensemble de cette période transitoire. Encore sur les importations, pour les importations hors UE, à compter du 1er janvier 2023, si le bois n'est ni certifié PEFC ni SBP, ce sera considéré comme non durable au regard de RED 2. Est-ce le cas? Alors, pas à compter du 1er janvier 2023, là, puisque bon, la période transitoire, encore une fois, court jusqu'au 1er juillet, mais après, là, effectivement, juridiquement, le bois doit être certifié durable, mais par contre, PEFC ou SBP ou autre système volontaire qui marcherait, oui. Mais oui, il doit y avoir effectivement une certification au titre d'un système volontaire reconnu pour la RED 2. Et sinon, effectivement, de fait, si on n'a pas de preuve de durabilité et de certification associée, la biomasse ne peut pas être considérée durable par définition. D'autres questions. Doit-on faire une déclaration sur les gaz à effet de serre si la mise en service est avant 2021, mais qu'on a un PPA? On a un PPA. Plan de protection pour l'atmosphère, je pense. Alors, je ne vois pas forcément le rapport entre ça et ce qu'on a écrit dans le Code de l'énergie sur la RED 2. Par contre, alors, je vais juste en profiter pour préciser la notion de mise en service dans la RED 2 qui concerne le moment où on a commencé à produire de l'énergie à partir de biomasse. C'est ça la mise en service, c'est-à-dire que ce n'est pas l'année de création de votre installation dans l'absolu. Si votre installation elle fonctionnait au charbon depuis 1976 et qu'elle s'est mise à la biomasse en, je sais pas, 2005, c'est 2005 qui compte pour la RED 2. Voilà. C'est un point important à avoir en tête. Mais effectivement, du coup, pour répondre plus précisément à la question, déclaration GES, alors c'est là qu'il faut lire attentivement parce que si vous êtes dans le cas où vous faites de l'électricité ou de la chaleur à partir de biomasse solide ou gazeuse notamment, puisque c'est à peu près le périmètre de la discussion d'aujourd'hui, effectivement, des installations mises en service avant le 1er janvier 2021 n'ont pas d'exigence gaz à effet de serre aujourd'hui. Par contre, si elles utilisent des bioliquides, c'est un autre cas. Elles auront des exigences. Et ce, indépendamment si c'est en zone PPA ou pas. Oui, ça n'a pas d'influence. Une scierie qui consomme de la biomasse, plaquette, issue de l'écorçage de ses grumes et qui produit des granulés, devra-t-elle remplir quel type, enfin, et qui produit des granulés, devra remplir quel type de document, pardon. Donc, là, a priori, on est dans le cas où cette scierie utilise du déchet industriel, puisque enfin, je comprends que c'est de la biomasse issue de son propre process de production industrielle. Donc, a priori, on n'est que sur de la traçabilité gaz à effet de serre. Et après, ça va aussi dépendre à qui elle vend son granulé. C'est-à-dire que, enfin, si le granulé, par exemple, je vais dire n'importe quoi, est vendu à des particuliers, les particuliers ne sont pas soumis à la RED 2. La RED 2, elle concerne des installations qui dépassent certains seuils. Par contre, si le granulé, il atterrit dans une chaufferie biomasse qui est assujettie à RED 2, effectivement, cette chaufferie biomasse, elle va avoir, et qui est mise en service après le 1er janvier 2021, elle va avoir des exigences gaz à effet de serre à satisfaire, et donc elle va demander à la scierie en question de lui fournir les informations de durabilité gaz à effet de serre, enfin gaz à effet de serre, pardon. Mais si je pense qu'il y a aussi la question si la scierie autoconsomme, c'est qu'elle elle consomme ses propres connexes pour produire de l'énergie pour la production de ces granulés. Est-ce qu'en autoconsommation, elle doit faire une déclaration également? Oui, ça, oui. Ça, il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. A fortiori, en plus, il y a le bénéfice du bien public. Enfin, c'est l'autoconsommation, ça, il n'y a pas d'exemption là-dessus. C'est un producteur d'énergie. Enfin, c'est une installation de production énergétique. Donc, il y a effectivement, a priori, un peu d'enjeu. Et est-ce qu'elle est soumise, donc déclaration oui, est-ce qu'elle doit, puisque c'est de l'autoconsommation, émettre ou justifier, enfin, est-elle soumise à attestation ou elle peut justifier avec ses propres documents internes de l'autoconsommation? Là, enfin, je dirais qu'elle ne va pas s'émettre une attestation elle-même. Donc, à mon avis, là, on est sur le cas effectivement où elle émet directement une déclaration à partir de son
de ses propres données internes. Merci. Autre question. Pour les attestations à fournir par les fournisseurs de bois aux chaufferies, il faut donc faire une attestation par livraison à chaque camion, par exemple. Alors, non, on n'est pas à chaque camion. On est vraiment sur la période considérée, donc sur les 6 mois. C'est 6 mois, pendant ces 6 mois, pour un client, donc pour un site donné, vous pouvez cumuler, par exemple, l'ensemble des plaquettes forestières que vous allez livrer à un site sur les 6 mois considérés. Vous pouvez faire une attestation sur un mix produit stable sur ces 6 mois considérés sur ce site de livraison. Ce n'est pas par camion. Question complémentaire. Pourriez-vous ajouter dans le support les définitions des types de combustibles listés dans le tableau précisant les exigences RED 2 applicables? Oui, ce sera bien mentionné. Donc, il y aura à la fois le modèle. Vous avez un exemple de rempli. Vous avez aussi la partie gaz à effet de serre. Et puis, on est en train de finaliser une notice explicative dans laquelle sera précisé le type de combustible notamment. Où trouve-t-on les attestations et déclarations? Donc là, je vais revenir à la fin du webinaire sur le calendrier à venir. Dès la semaine prochaine, vous aurez ces modèles d'attestation et de déclaration qui seront diffusés. Donc, on informera l'ensemble des participants du webinaire sur la mise à disposition de ces modèles. Question suivante. En phase transitoire, les certifications SURE et SBP ne sont ainsi pas obligatoires pour livrer du matériel conforme RED 2. Oui, il n'y a pas d'obligation de certification dans la phase transitoire. Ça sera écrit clairement dans les arrêtés qui vont être publiés bientôt. Merci. Quid de la biomasse agricole, TCR, plantes pérennes comme intrants qui ne sont pas dans la liste des types de biomasse? Donc effectivement, là sur les modèles d'attestation déclaration, on est bien sur de la biomasse ligneuse, forestière hors forêt ou bois déchets, puisque la biomasse agricole est soumise à d'autres critères de durabilité et d'autres valeurs pour les gaz à effet de serre. Alors, valeur GES, oui, si vous voulez, vous dire les valeurs par défaut, par contre. C'est ça, les valeurs par défaut. Et dans la directive, voilà, tous les modèles là qu'on présente, on n'a pas repris toutes les valeurs, puisque de toute manière, elles font l'objet d'autres attestations, puisqu'elles peuvent pas se référer aux mêmes critères de durabilité. Parce que les seuils à atteindre gaz à effet de serre sont les mêmes pour les installations, mais par contre, effectivement, c'est après dans les calculs que les valeurs sont pas, les valeurs détaillées qui permettent de faire le calcul sont différentes. C'est ça, en effet. Sur l'application de ces règles en Guyane, confère la dérogation demandée par la collectivité territoriale. Là-dessus, je peux répondre. Effectivement, on a un décret portant dérogation outre-mer qui a été mis en consultation du public là, entre décembre et janvier. Là, on est encore en train d'analyser les retours, notamment de la consultation du public, qui ont été assez nombreux. On n'a pas fini les consultations formelles, puisque en fait, on a encore la consultation du CNEN, du Conseil national d'évaluation des normes, qui est fixée au 9 février. Donc voilà, dès qu'on aura fini ces consultations, après, il va pouvoir y avoir une décision au niveau du gouvernement sur la réponse apportée, les suites à donner, mais pour l'instant, voilà, on est encore dans le processus de consultation formelle. Qu'en est-il du miscanthus cultivé comme combustible? Est-il certifiable? Quelle modalité? Alors, pour moi, c'est sur des biomasse terres... agricole. C'est ça. Donc ça confère la question d'avant, en fait. Enfin, c'est des critères spécifiques. Et a priori, il faut aussi se référer au système volontaire, type 2BS, par exemple, un système un peu historique qui travaillait sur les biocarburants, qui couvre plus spécifiquement la biomasse agricole et les critères qui sont associés à cette biomasse.
Question suivante. Pour le calcul de réduction de gaz à effet de serre avec un mix produit, s'agit-il d'un pourcentage énergétique ou d'un pourcentage en tonnage? Donc, il s'agit bien, ça sera bien précisé dans les modèles, que c'est un pourcentage en tonnes. Et par ailleurs, quel est le calcul à réaliser dans le cas d'une cogénération? Donc là, pendant la phase transitoire, il est vrai que l'annexe 6 de la directive ne prévoit pas des valeurs par défaut pour un usage en cogénération, mais uniquement un usage chaleur et électricité. Donc le consortium est avec validation du ministère, donc G, on a proposé des valeurs majorantes, donc d'utiliser pour la cogénération des valeurs identiques pour celles de production d'électricité pendant cette phase transitoire uniquement, sachant que le consortium travaille pour proposer des valeurs par défaut sur cet usage de cogénération, quelle que soit la biomasse entrante, pour que ce soit disponible pendant le second semestre. Question suivante. Est-ce que les fournisseurs de rondins bois énergie sont également concernés par la déclaration de la phase transitoire? Alors, ça dépend à qui fournissent leur rondin, mais a priori, oui. Alors, attestation, hein, puisque là, ce sont des fournisseurs, ce n'est pas les producteurs énergétiques eux-mêmes, donc attestation à l'acteur à l'aval qui va récupérer ces rondins, soit pour les transformer, soit directement l'installation de production énergétique, si cette dernière est assujettie à la RED. Merci. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par l'eau? Devons-nous remplir l'attestation et la déclaration reprenant une synthèse de nos données sur 6 mois en tant que producteur de biomasse? Chaque jour, nos camions transportent du bois de chantier de broyage vers les chaufferies. Comment devons-nous gérer toutes nos données gérées par camion au quotidien? On cumule les tonnages, les kilomètres réalisés. Oui, effectivement. Donc, je répète, sur la période considérée, vous allez identifier par client, par site d'approvisionnement, l'ensemble de vos volumes. Donc là, donc là, vous êtes sur des chantiers de broyage, donc vous êtes sur un certain type de déchets, donc vous allez remplir en volume cumulé sur cette biomasse vers le site considéré, et donc en fonction d'un kilométrage homogène. Donc si vous êtes dans le rayon 0 à 500 km, vous allez pouvoir cumuler vos volumes. En revanche, si vous avez une partie entre 0 et 500 km et d'autres sur la tranche kilométrique suivante, là, il faudra faire 2 attestations. Globalement, l'idée du lot, c'est de la biomasse qui a des caractéristiques de durabilité homogènes. Donc, ce que vient de dire Clarisse Fischer, c'était un exemple gaz à effet de serre, mais enfin, dès que vous avez des caractéristiques de durabilité qui ne sont plus les mêmes, que cette plaquette granulée ou l'origine du pays n'est plus le même, ou les gaz à effet de serre, ce n'est plus les mêmes qui s'appliquent, ben, vous n'avez plus des caractéristiques de durabilité homogènes. Donc, en gros, vous ne pouvez pas considérer que c'est un seul lot. Vous devez faire 2 lots différents. Voilà, effectivement, c'est exactement ça. Merci. Vous avez indiqué des analyses de risque par péri. Existe-t-il des analyses de risque régionales accessibles? Donc, il n'y a pas besoin, en fait, la démarche qu'on en a fait collectivement pour faire une analyse de risque sur l'ensemble, sur la France et les DROM, c'est qu'elle est valable sur. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter des analyses de risque par région, en tous les cas en France. Les analyses voilà, si vous avez une analyse nationale, il n'y a pas besoin d'analyse régionale. Enfin, si dans le pays considéré, vous n'avez pas d'analyse de risque nationale, alors il faut obligatoirement avoir une analyse sur la zone d'approvisionnement. Qui doit faire appel au système de schéma volontaire, fournisseur ou producteur d'énergie? Donc, il y a bien, c'est bien tous ceux qui doivent être certifiés. Donc ça, on y reviendra dans le webinaire suivant sans doute. Qui doit être certifié? Là, on vous avait dit qui doit émettre les attestations et les déclarations. C'est difficile de répondre puisqu'en fait, ce n'est pas homogène d'un schéma volontaire à l'autre.
le premier qui doit être certifié. Donc ça, on vous clarifiera lors d'un prochain échange pour la phase suivante en fonction des schémas, justement, qui doit être certifié par quel schéma. Pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est uniquement via des données d'émissions standards. Il n'y aura pas de nécessité de faire une analyse de cycle de vie. Vous pouvez, il est fait mention dans l'analyse, dans la directive, hein, qu'il est possible de faire des valeurs réelles. Donc, vous pouvez rentrer dans un calcul beaucoup plus précis de vos émissions de gaz à effet de serre. C'est bien le principe de l'analyse de cycle de vie, mais il faut se référer aux méthodes de calcul de la directive qui change un peu. Enfin, c'est qui vous cadre le moyen de calcul de vos gaz à effet de serre et pouvoir le comparer après avec la référence gaz. Donc, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation, nécessité de faire ces calculs. Question suivante. Un système chèvre-alimentaire est-il reconnu que sur la biomasse forestière ou peut-il s'appliquer sur autre biomasse comme biomasse agricole, par exemple? Ça dépend des systèmes et de ce pourquoi ils ont été reconnus. Sur le site de la commission, je vous ai mis les liens dans la présentation vers le site de la commission où il y a la liste de tous les systèmes aujourd'hui reconnus et le site a été amélioré. Là, donc on peut voir en cliquant sur chaque système quel type de biomasse il couvre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, ils sont un peu améliorés. Effectivement, on voit que, alors je crois qu'il y a un seul aujourd'hui système que j'ai mentionné tout à l'heure, KZR Enig, qui a eu une reconnaissance plus poussée en décembre, qui maintenant lui permet de couvrir à la fois de l'agricole et du forestier. Et je crois que c'est le seul. Après, c'est vraiment, d'un côté, on a des systèmes vraiment très agricoles, et de l'autre côté, il y en a plutôt forestiers, mais c'est assez dichotomique. Pouvez-vous rappeler les critères qui font qu'une entreprise est concernée par la RED 2, s'il vous plaît? Principalement, ces installations qui produisent de l'énergie, donc soit de la chaleur, soit de l'électricité, soit de la cogénération, enfin chaleur et électricité, de plus de 20 MW thermiques. Donc ça, c'est les critères par rapport à l'installation. Et donc cette installation va demander à ses fournisseurs de pouvoir lui fournir des attestations. Donc côté fournisseur, n'est nécessaire que les fournisseurs qui approvisionnent les installations de plus de 20 MW thermiques ou, avec la précision qui a été apportée ce matin, ou qui est sur un site soumis à ETS. Et juste si je peux compléter sur les seuils, là, encore une fois, c'est là qu'il faut faire attention le texte est un peu subtil. Quand c'est de l'électricité chaleur à partir de gaz, le seuil est différent, c'est 2 MW thermiques. Quand ce sont des installations qui utilisent du liquide, du bioliquide pour produire de la chaleur, il n'y a pas de seuil, elles sont toutes concernées. Voilà, mais tout ça, on va le remettre, on remettra pas mal d'éléments pédagogiques sur la page web, dans les opérateurs de l'énergie, qui est concerné par quoi exactement, parce que c'est vrai qu'il faut à chaque fois lire un peu attentivement, critère par critère, pour bien cerner toutes les exemptions, les seuils, etc. Question suivante. Si l'usage du bois est autre que combustible, ni électricité, ni chaleur, la certification RED 2 est-elle nécessaire? Non. Non, RED 2, c'est vraiment énergétique. C'est le code de l'énergie. Si vous produisez des meubles, vous n'êtes pas soumis à RED 2. Comment choisir son organisme certificateur si on ne sait pas si PEFC sera connu? Alors PEFC, enfin il y a c'est soumis, c'est en cours d'étude. À ma connaissance, il n'y a aucun schéma qui a été rejeté. Là, ils ont pu avoir des demandes complémentaires ou des compléments à apporter, mais il n'y a pas eu de rejet de la part de la commission. Voilà, toute une question de délai par rapport à la reconnaissance de PEFC. En général, ça a été mis en novembre et en général, c'est de 3 à 6 mois
si on voit ce qui a été fait précédemment sur les autres schémas. On me demande si c'est aux producteurs d'énergie de se faire certifier. Donc pareil, hein, même réponse, ça dépend du type ça dépend des schémas. Qui doit se faire certifier. Et donc ça, on reviendra vers vous sur cette partie certification entre installation et producteurs d'énergie. Donc, c'est les mêmes questions. Donc, je passe, c'est pour ça, sur PFC, je pense qu'on a répondu. À partir de quelle quantité de bois cette réglementation s'applique? Quid des affouages? Donc, pour moi, les affouages, c'est du bois domestique, donc ils ne sont pas soumis aux critères de durabilité. Et donc, ce n'est pas une question de volume, enfin, indirectement, c'est une question de volume, mais c'est bien si le site qui consomme la biomasse forestière ou type de biomasse, qui doit répondre aux critères RED 2 et donc de fait ses fournisseurs. Mais ce n'est pas une question de... Donc, bien entendu, c'est une question de puissance, donc il y a une quantité derrière, mais c'est bien par rapport au site qui va produire de l'énergie que les critères doivent être respectés. Une question pour savoir si il y a certification, si on est certifié d'ici la fin, d'ici le premier semestre 2023, est-ce qu'on doit quand même compléter les attestations, déclarations pour ce premier semestre? Oui, les informations de durabilité vont devoir couvrir la totalité des approvisionnements de l'année 2023. Voilà, que ce soit le modèle fourni ou je dirais le modèle du schéma volontaire qui a été reconnu, qui a été choisi. Ça, on a répondu. Par qui peut-on se faire certifier RED 2 en tant qu'exploitant biomasse? Donc là, pareil, les schémas de certification qui ont été cités, ils peuvent certifier le producteur d'énergie ou les fournisseurs. La question sur la place des bureaux d'études thermiques dans cette déclaration RED 2, à part le conseil aux installations, je ne sais pas si... je ne pense pas on précisera, mais je ne pense pas qu'ils aient de rôle à part ce conseil. Mais ils ne sont pas soumis, bien sûr, à RED 2. Question sur le type de preuve qui est demandé pour les importations certifiées SBP. Certificat, code lot, extrait des transactions issues du système d'échange d'informations propre à SBP. Là, on entre vraiment dans du détail technique, mais je pense que les informations de durabilité, type de la biomasse forestière, est-ce qu'il y a une analyse de risque qui a été produite sur le pays d'origine, si de la biomasse agricole, les critères, le respect des critères agricoles et les critères gaz à effet de serre, et puis la certification associée par un certificateur indépendant. Donc, on me demande si une chaudière biomasse de 18 MW mise en service en 2014 est concernée. Non, par rapport au seuil, sauf si elle est sur un site ETS. Voilà, on approche de l'heure, donc je ne reprends pas les questions qui ont été reprises. Sachez que toutes vos questions, si on n'a pas le temps de les aborder toutes, on les reprendra dans la foire aux questions pour s'assurer qu'on a bien répondu à toutes les questions. Ça, je crois qu'on a répondu. Pour les déchets de bois, la distance à considérer est-elle bien celle entre la plateforme de préparation et le site de consommation? Oui, je vous le confirme. C'est bien à partir de la plateforme de préparation.
que l'on considère la distance de transport. On me demande s'il est possible d'avoir le texte officiel qui formalise le fait que les exigences RED 2 sont considérées comme satisfaisantes en 2022 pour les installations soumises à ETS. Oui, vous avez le lien dans ma présentation. Si vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur le règlement. Et puis j'ai mis, c'est l'article 38, paragraphe 6. Mais pour répondre à la question, les DREAL sont bien censés être informés toutes, y compris service ICPE, de ce sujet. On est d'accord que les établissements soumis à ETS, doivent également fournir les attestations, les déclarations et leur fournisseurs des attestations. Ils rentrent dans le même dispositif que des sites hors ETS. Même système de traçabilité, ouais. Oui, tout à fait. S'il y a un approvisionnement donc à l'international, le fournisseur devra-t-il également faire une déclaration pendant la période transitoire? Donc, le fournisseur, c'est plutôt une attestation. Mais vous avez vu que le modèle d'attestation aujourd'hui fait référence soit à une analyse de risque, notamment sur le territoire français. Là, il faudra que vous pourrez reprendre le même modèle d'attestation. En revanche, il faudra que vous fassiez référence à un autre dispositif pour la partie durabilité. Et donc, soit faire référence à une certification SPP ou PEFC, par exemple, sur cette période transitoire uniquement. Sinon, il faudra faire référence à un schéma de certification à l'issue de la phase transitoire. On demande quel est le statut des bois issus des tailles de haies et agricoles, par exemple, ou enfin haies, agricoles ou non. Voilà, est-ce qu'elles sont soumises à des critères de durabilité? Donc, j'avais fait mention, on a échangé ensemble. Je pense qu'à ce stade, voilà, c'est encore en échange pour définir le statut de ces bois issus de haies. Voilà. Je rappelle qu'il y a effectivement d'autres schémas qui existent sur la durabilité de ce type de biomasse, ou sur la gestion de ce type de biomasse. Par contre, et urbaine, ça, on est hors RED 2. C'est ça. C'est pas agricole, c'est pas forestier, on est hors champ. Donc, hors critères de durabilité. Oui, oui. Enfin, RED voilà. 2. Voilà. Hors RED 2. Peut-on supposer que les factures des fournisseurs de biomasse seront les éléments de preuve permettant de contrôler les attestations? Quelles indications seront donc nécessaires sur les factures de vente de biomasse, commune de provenance, certification, distance kilométrique, route pour chaque livraison? Donc effectivement, pour justifier effectivement des attestations, c'est les éléments qui pourront être examinés. Voilà, on précisera tout ça dans la notice. Oui, le PPT sera mis en ligne, le support. Il n'existe pas de base de données reprenant la liste des pays ayant déjà fait leur analyse de risque. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il existe de telles démarches. Je pense pas, ça c'est une question à poser voilà, pour les gens qui importent. C'est une question à poser, je pense, auprès du système volontaire duquel ils se rapprochent. Est-ce que à la connaissance du système, il y a une analyse déjà disponible? Je pense que c'est eux qui sont les plus à même de savoir. Voilà, en revanche, pour la question sur l'Allemagne, oui, c'est le seul pays que je connais qui a déjà, dans les premiers, qui a fait une analyse de risque. Donc, la différence d'application de la directive RED 2 entre une installation supérieure à 20 MW et une installation inférieure à 20 MW, quelle que soit l'application de RED 2, la démarche est la même. La seule différence, c'est de savoir si votre site est soumis ou pas
à RED 2, et donc là, je vous renvoie à ce qu'on a dit précédemment, c'est plus de 20 MW thermiques, ou alors 22 MW PCI, ou alors sur un site soumis à ETS. Pour les attestations délivrées par les fournisseurs de combustibles, si je livre une seule qualité de produit mais provenant de 2 régions, dois-je faire 2 attestations? Une par région de provenance. Là, ça va être donc on va le préciser, mais ça va être par rapport au calcul de gaz à effet de serre, c'est plutôt la distance qui va impacter. Donc là, on reprécisera ça effectivement par rapport à la différence entre kilomètres et région de provenance. On me demande s'il y a une différence d'émission de gaz à effet de serre en fonction de moyens d'acheminement. Si vous utilisez les valeurs par défaut, non. C'est le transport routier par défaut que la commission a pris. Si vous voulez valoriser d'autres voies, d'autres acheminements, il faut que vous passiez par un calcul réel et détaillé de vos impacts, enfin de vos émissions de gaz à effet de serre. On me demande si la liste des installations concernées sera disponible. Vous y avez répondu, donc en disant que vous alliez faire un courrier, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. On va essayer de balayer large. On essaie de les pré-identifier. Mais bon, encore une fois, on essaie de communiquer par d'autres biais pour être sûr de couvrir, de bien toucher tout le monde. Une question sur la Guyane. En attendant les conclusions sur la dérogation pour la Guyane, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes modèles d'attestation et de déclaration pour les opérateurs locaux? Ah ben on peut, c'est même on doit. En absence des dérogations, c'est le droit commun de l'ARED qui s'applique sur tout le territoire, y compris les RUP. Donc, oui, la réponse est oui. Qui doit remplir de dossier de certification RED 2 dans le cadre d'une délégation de service public sur une installation ETS? Alors là, je vais prendre la question, mais là, je ne saurais pas répondre. Ouais. On va reprendre. Par priori, c'est l'exploitant, mais on précisera. On demande si on a une estimation des coûts de certification. Donc, on a fait une première estimation l'année dernière au niveau du consortium. C'est bien l'objet des travaux à venir pour que justement le consortium puisse revenir avec des propositions, faire une analyse entre les différents schémas de certification. Donc, on va à nouveau réévaluer les coûts supplémentaires puisque les choses ont un peu évolué depuis l'année dernière. Quand on parle de bois déchet, on ne parle pas uniquement de bois SSD, mais le bois SSD est compris dedans et du coup, on considère bien le transport depuis la plateforme de préparation, comme on l'a dit, jusqu'au site de valorisation énergétique. Donc, il y a un certain nombre de questions par rapport à la disponibilité des organismes de certification, enfin des auditeurs sur le terrain, et demande si on craint pas, enfin si vous craignez pas un engorgement par rapport à la certification. Vous l'avez abordé, mais il y a plusieurs questions dans le chat à ce propos. Oui, ben, en fait, je ne peux pas vraiment répondre. Encore une fois, on est dans une démarche, là, on va contacter les systèmes volontaires et les organismes certificateurs probablement, mais d'abord les systèmes volontaires pour essayer d'y voir plus clair sur ce calendrier. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire de choses très précises sur le sujet. Mais effectivement, c'est une question légitime, hein. On se la pose aussi.
Donc, je parlais de la distance par rapport à une plateforme. C'était uniquement pour le cas de bois déchet. Si le bois provient de forêt, bien sûr, c'est depuis la distance depuis la forêt. Est-ce que tous les pays de l'Union européenne sont concernés? Oui. Quid de l'Angleterre? A priori, pardon. Aucune idée. Avec le... Vous ne savez pas s'il est soumis à RED 2? Oui. Pas du tout. Après, ce qui est clair, c'est par contre, si vous importez de la biomasse d'Angleterre, là, il n'y a pas de sujet, hein. Vous êtes soumis à RED 2, donc vous devez récupérer de l'attestation, preuve de durabilité, comme si vous importiez des États-Unis, par exemple. Est-ce qu'il y aura des comptes? On me pose des questions sur les contrôles. Si les contrôles se feront sur une chaîne entière de fournisseurs ou de manière aléatoire. Alors, je ne sais pas si les contrôles sont considérés les audits. Donc, les audits seront faits de manière annuellement. La plupart des schémas, enfin, tous les schémas avec qui on a échangé, c'est des audits, annuels. Voilà, je pense que par contre, au contrôle de réal, il n'y a pas de cas spécifique sur RED 2, j'imagine. Non, à ce stade, je pense qu'on ne peut pas dire de choses très précises sur les modalités de contrôle. Et puis, je pense que ça va dépendre aussi des DREAL, des régions. Ça va dépendre des informations qui leur remontent. Je pense qu'il y aura du contrôle ciblé en fonction des informations récoltées. À mon avis, ça sera précisé tout ça, une modalité très précise. Voilà, et ben on arrive au bout des questions-réponses. Voilà, on précise qu'effectivement PEAC pourra demain prendre en compte le bois bocager également dans son schéma. Donc, pour conclure, pour les questions, donc on arrive au bout. Donc, toutes les questions n'ont pas été reprises, mais j'ai repris celles qui étaient, j'ai regroupé celles qui parlaient qui posaient les mêmes questions. On va revoir l'ensemble des questions pour valider qu'on n'en a pas oublié. Celles qui n'ont pas pu avoir de réponse, on les remettra bien sûr dans la FAQ pour pouvoir apporter des réponses complémentaires. Et puis, bien sûr, le consortium reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Donc, voilà le calendrier qu'on vous propose pour la mise en œuvre de ces outils. Donc, le modèle d'attestation et le modèle de déclaration seront disponibles la semaine prochaine pour que vous puissiez les avoir très rapidement. Donc, c'est sous format Excel pour que vous puissiez faire les extraits et les transmettre, donc les attestations auprès des opérateurs énergétiques et faciliter ensuite la déclaration par les exploitants d'énergie. Fin février, donc, comme je vous l'ai annoncé, il y aura la publication de l'analyse de risque qui est en cours de validation finale. On complétera les modèles par des notices explicatives avec tous les éléments qui ont été évoqués aujourd'hui pour être le plus clair possible et répondre à vos questions. On mettra également en ligne le replay de ce webinaire. Et puis en mars, au plus tard, on vous enverra le relevé de cette réunion et puis les questions qui ont été posées et réponses complémentaires si nécessaire par rapport à la multitude de questions qui ont été posées. Monsieur Duval, vous souhaitez rajouter des éléments complémentaires? Non, pas spécifiquement. Encore merci pour le travail qui a été réalisé par le consortium. Et puis, bon, voilà, oui, je peux dire quand même que
Voilà, la RED 2, c'est une politique complexe qu'on apprend aussi en marchant, hein, au fur et à mesure, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse à ce stade à absolument toutes les questions, mais on va essayer de progressivement décanter. Et c'était aussi l'objet, je tenais à le dire aussi, de cette phase transitoire. C'était de voir un peu comment ça marche, un peu en conditions réelles, pour en tirer des conclusions et améliorer le système au fur et à mesure. Donc voilà, il y a encore du travail, mais voilà. Objectif certification 2023, je le redis, on vous invite à vous mobiliser là-dessus. Voilà, merci beaucoup pour l'organisation de webinaire. Un grand merci pour votre participation et de la même manière, hein, le consortium est à votre écoute puisque effectivement des retours terrain, on a besoin de vos retours justement pour voir les différentes cas de figure qu'on n'aurait pas anticipées, les difficultés éventuelles que vous rencontrez pour la mise en œuvre de ces différents modèles, déclarations, et puis on vient vers vous rapidement par rapport à la phase post-période transitoire. Merci à tous pour votre écoute et donc à très bientôt pour la diffusion de ces documents. Au revoir. Merci, au revoir.